Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça va le grain de contrôle? Il y a Yes, l'ambiance ce merci. soir. Ouais, on va vous demander de faire de l'ambiance, ça va être sympa, parce qu'on est quand même beaucoup. Évidemment, il fait beau, donc les gens profitent dehors, mais petit à petit, les gens vont venir, et vous verrez pour la table ronde, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de gens que ça, et qu'on va pouvoir poser plein de questions. Mais avant ça, on va faire un petit discours d'introduction pour présenter la nouvelle thématique avec l'équipe du Grand Contrôle et l'équipe Double Science, qui est en partie ici et en partie dans la salle, pour vous présenter ce qu'on a pensé, en tout cas, pour sortir les sciences du laboratoire, des laboratoires, pour ces 2 mois qui arrivent. D'ailleurs, tu parles de discours, mais on a un petit peu mieux quand même. On a réfléchi les choses de manière à ce que ce soit plus convivial, plus didactique. Sinon, on ne serait pas à notre place ici. Et donc, on a quelques questions à vous poser. Terence, à toi l'honneur. C'est pas une interrogation, donc pas de pression. On va faire à main levée. Qui dans la salle a déjà entendu parler de l'ADN ou de l'ARN, par exemple? Super. Qui dans la salle saurait le dessiner en ARN ou en ADN? Ah, il y a des scientifiques dans la salle quand même, hein. Pas mal. Est-ce que tu n'aurais pas une question avec de côté info? Oui, oui, parce que Terence aime beaucoup la biologie. Et moi, du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Ou en français, GPT? Ok. Donc, on a un aussi bon score, j'ai l'impression, que pour l'ADN. Maintenant, est-ce que vous sauriez expliquer comment il fonctionne? Qui sait expliquer? Il y a une personne. Ah, il y a plus de biologie dans la salle que d'informaticiens. Deux? Peut-être trois? Ok. Et on en entend une dernière. Fermez toutes et tous les yeux, comme ça, méditation, écoutez le son de ma voix. Imaginez-vous dans un laboratoire, imaginez des personnes scientifiques. Et maintenant, rouvrez les yeux. Qui d'entre vous ont imaginé un homme en blouse blanche? Quelques-uns, ok. J'ai l'impression qu'on a plutôt des bons élèves. Pas mal, c'est cool. On est justement ici pour un peu essayer de casser ces codes, ces images, ces préjugés autour de la science et des laboratoires. Et donc on espère qu'on va pouvoir vous proposer cette programmation. Et on va commencer par tout simplement se présenter, parce que pour l'instant on ne sait pas encore qui on est. Peut-être Théophile, je peux te laisser commencer. Merci pour cet honneur, hein, Terence. Du coup, Théophile de Grande Contrôle. Et je m'occupe de la programmation de ce lieu avec mes collègues Virginie et Élise. Et avec qui, du coup, on a monté cette thématique sur les sciences avec cette magnifique équipe à mes côtés. Merci beaucoup. Tu es magnifique aussi. Chloé, Chloé Dodier, je suis cofondatrice de l'Exploratoire avec Terence. Je suis aussi ingénieure en intelligence artificielle et spécialisée en traitement automatique des langues et de la parole. À côté de l'Exploratoire, il y a ce festival Double Science qu'on a monté ensemble. Tout ce projet est incroyable. Et j'ai des activités de vulgarisatrice scientifique. Je suis aussi bénévole pour l'association Data for Good. Et le but pour moi de tout ça, c'est de rendre les sciences plus accessibles, éthiques et inclusives. Je peux te poser une petite question? Mais je t'en prie, Terence. Super. Quelle était ta première relation avec les sciences? Je pense que ma première relation avec les sciences, c'est quand j'ai dû demander un truc classique du style pourquoi le ciel est bleu, quand j'avais 3 ans. Il paraît que je posais beaucoup de questions avant de m'endormir et que c'était un indicateur que j'étais fatiguée. Mais souvent, il fallait quand même 4-5 questions pour arriver à m'achever. Donc ça a été mon premier contact avec la curiosité, le monde scientifique. Et du coup, je te renvoie la question, Terence. Alors je prends la question, mais après je te la renvoierai. Attention, Théophile. Et je ne sais pas parler français. Je suis scientifique. Je pense que ma première relation aux sciences, ça a été dans mon jardin, quand j'étais tout petit, et que j'ai commencé à réunir des insectes pour les mettre dans des petits aquariums et se dire ça serait intéressant de pouvoir étudier quel est leur cycle de reproduction, comment ils se cachent, comment ils mangent, etc. Et puis commencer à noter des choses. Et puis je crois que c'était ma première relation avec ce que, à l'époque, je n'appelais pas encore science, mais qui était juste de la méthodologie et de l'observation. Donc il y a déjà du level dans ton questionnement scientifique à 3-4 ans. Bah, c'est beau en tout cas de prendre des petits papillons et de les faire. Et toi, Théophile, du coup? Moi, je sais pas du coup si c'est le premier souvenir, mais en tout cas, un bon souvenir, c'était les fameux dessins animés. Il était une fois la vie. Voilà. Je pense que c'était une belle enfance avec des dessins animés comme ça.
Maintenant, Terence, est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus Oui, très en rapidement, détail? comme ça après on passe à la suite aussi pour vous présenter la thématique. Donc moi je m'appelle Terence, je suis un ingénieur de formation, grand passionné des neurosciences et de microscopie, passé par l'Institut Curie. Et avec Chloé, on a fondé du coup l'Exploratoire, qui est l'incubateur de la culture Open Science, avec cette idée-là de prendre la science et de l'emmener la plus loin possible des laboratoires et de la faire émerger, distiller dans tous les lieux de notre culture, de notre quotidien, de nos villes, de nos ruralités, etc. Et donc avec ce projet-là, on a commencé avec notamment Renaud qui est dans la salle, comme ça vous verrez vraiment quel est mon profil, à par exemple aller toquer à l'Atelier des Lumières à Paris, si jamais vous connaissez, qui projette des grandes œuvres sur des murs pour faire de l'immersion. Et ben nous, on leur a dit ça serait cool que vous fassiez ça avec des cellules. Et donc on a réuni plein de cellules et on a fait un projet qui s'appelle Cell Worlds, qui est notre premier grand projet avec le grand public. Alors on n'est pas allé à l'Atelier des Lumières, mais au Bassin des Lumières. Et donc on a fait cette exposition et qui est maintenant un de nos grands projets de cœur, avec notamment Yuen qui est dans la salle, que je vois qui est arrivé aussi, un des compositeurs du projet. Et donc avec cette petite équipe-là, et notamment Dounia, parce que moi je suis aussi vice-président du Café des Sciences, on s'est réunis, on s'est dit voilà, il faut qu'on aille voir plus loin et qu'on discute aussi avec le Ground Control qui nous a reçus avec un immense plaisir et l'envie de construire des choses. Bon là je pense que vous avez un petit peu quelle est la communauté qui s'est réunie pour créer cette saison, cette thématique. J'ai plus en tête ce qu'il faut qu'on parle après. J'aimerais vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue, parce que autour de toute cette thématique, il y a eu de la réflexion, il y a eu des rencontres. Et du coup, j'aimerais vous présenter un petit peu ce qui a amené ces rencontres-là. Quand j'ai fait mes études, déjà, on m'a dit, bon, toi, tu es une fille sportive, qu'est-ce que tu vas aller faire des sciences? Qu'est-ce que tu vas faire à t'enfermer devant un ordinateur toute la journée? Faudrait peut-être que tu penses à autre chose. Donc j'ai commencé par médecine en me disant, je vais faire kiné. Et puis, non, en fait, médecine, c'est dur, ça s'improvise pas. Et en tout cas, c'était pas ma voie, c'était pas ma vocation. Et j'ai découvert la bioinformatique. Ça m'a amené petit à petit à l'informatique. Et là, j'ai découvert le sexisme parce que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes, malheureusement. Il y a eu des femmes à une période, il y en a moins maintenant. Il y en aura plus tard, j'ai de l'espoir. Mais du coup, ça m'a amené beaucoup de questionnements sur comment faire pour qu'on puisse toutes et toutes faire des sciences, qu'on puisse toutes et toutes exercer de manière plus générale le métier qui nous fait vraiment vibrer, sans avoir à se poser des questions de est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Parce que des hommes aussi se posent ces questions. Et donc, c'est dans cette réflexion que j'ai rencontré Terence. J'avais déjà fait pas mal de vulgarisation scientifique avant. Et là, l'idée, c'était vraiment de se dire, bon, il y a des personnes qui ont des barrières mentales ou qui ont des barrières culturelles et qui ne vont pas vers les sciences. Or, dans les sciences, il y a des sciences partout et c'est super important d'avoir des profils divers pour justement diversifier les technologies qui sont développées, la recherche scientifique, les axes de recherche scientifique qui sont développés et s'intéresser à différentes choses et pas juste à créer une science pour les mêmes personnes, systématiquement les mêmes personnes, qui du coup ne va pas du tout s'ouvrir à terme, sur le long terme et dans le futur, à de la beauté, à de la diversité, à toutes ces choses-là. Donc, en ouvrant cette porte de diversité, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient énormément de créativité et qui avaient aussi beaucoup d'envie et de volonté. Et c'est comme ça que Terence et moi, on s'est rencontrés. On s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. On va vraiment essayer de changer le paradigme scientifique. On va essayer de changer la vision aussi de la communication scientifique. Parce que quand on est scientifique, la communication scientifique, c'est un petit peu le truc que les gens font parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire de la recherche. Alors du coup, ils font du dessin sur leur coin de table, quoi. Et donc c'est dans cette volonté de changer la vision des choses qu'on a créé l'Exploratoire, qu'on a créé Double Science, et qu'on vous donne aujourd'hui cette superbe ouverture sur Science Friction. Génial. Pour faire la transition, avant que Théo puisse nous dire peut-être les grands axes de cette programmation, nous, l'idée en allant justement au Ground Control, c'était ça, de sortir de ces lieux de science, de se dire, on va le plus loin possible, on prend un lieu un peu iconique à Paris où les gens viennent juste pour boire un verre, pour voir de la culture, pour écouter des concerts, etc. Et on y met de la science. Et par chance, les gens vont venir, ils vont peut-être se dire, ah, mais ça, c'est de la science. Et pourquoi pas? Et donc dans toute cette idée-là, on a développé cette programmation qui est vraiment pensée pour se dire
elle est accessible à toutes et à tous, et surtout aller plus loin que les publics sensibilisés, les publics qui sont actuellement, enfin souvent les publics, par exemple, notamment de la fête de la science, qui sont en fait des publics déjà un peu initiés aux sciences. Là, vraiment, on veut vraiment toucher le plus grand public avec des formats assez innovants, inédits. Peut-être, du coup, Théophile, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les grandes orientations de ces 2 mois de thématiques qui arrivent? Oui, parce que du coup, quand les équipes de l'Exploratoire du Café des Sciences sont venues nous présenter leur projet de festival, on s'est dit ce serait vraiment dommage de limiter tous ces sujets-là, qui sont très vastes, à seulement 3 jours de programmation. Donc on s'est dit autant en faire 2 mois. Donc de maintenant, d'aujourd'hui jusqu'à la fin juin, on va avoir toute une série d'événements sur la vulgarisation des sciences. Et on a visé large et de manière volontaire pour vraiment du coup ce souci d'accessibilité et de démocratisation du coup des sujets scientifiques. Et donc on va traiter beaucoup de choses d'intelligence artificielle, de goût et d'odorat. On va avoir du spectacle vivant. On va avoir les 40 ans du VIH. Les 40 ans du VIH, en effet. On va avoir une soirée spéciale avec l'INSERM. Il y a beaucoup de choses dans une soirée sur le mentalisme. Il y a plein de formats différents. Est-ce que tu as des formats à présenter, par exemple? Ouais, il y a une conférence spectacle aussi sur le mentalisme avec Taha Mansour qui va un petit peu démêler le vrai du faux sur ce sujet qui crée beaucoup de fantasmes aussi. Donc voilà, on a voulu aussi, c'était vraiment important pour nous et dans toutes nos programmations de manière générale, de voir vraiment aussi un équilibre entre du fond et une programmation aussi artistique. Et donc on va avoir à la fois des tables rondes, mais aussi du coup d'une programmation musicale et de spectacles vivants très intéressante. Et plein d'ateliers pendant toute la période. Donc c'est du 3 au 25 juin, je vois qu'il y a marqué 24, mais je crois que c'est le 25 la date finale, c'est ça? Je confirme. Ouais, je crois que c'est 25. Avec ce point d'orgue qui sera le festival du 26, 27, 28 mai, le festival Double Science, où on aura le gros pic avec plein de choses différentes, l'équipe est notamment dans la salle, ça va être juste trop cool. Bon, peut-être qu'on a déjà beaucoup parlé, on va pouvoir passer un peu à la suite. Pour passer à la suite, je vous propose de revenir... Ah, c'est gentil, mais... je vous propose une transition pour faire le lien. On va revenir sur ce que je vous ai proposé au tout début. Vous fermez les yeux très rapidement. On revient dans cet état de méditation, etc. Imaginez un cocktail créé par un chimiste. Est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Ça pourrait être incroyable ou pas? Et ben c'est ce qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on va vous montrer juste après. On va faire venir Rémi sur scène, Rémi Brussicor 02 sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Twitter, qui est un grand chimiste et vulgarisateur, mais qui va se présenter bien mieux que moi. C'est top? Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir le Grand Contrôle. Et effectivement, je suis chimiste, comme Terence m'a introduit. Plus précisément, il y en existe. Et plus précisément, je suis technicien d'analyse chimique. Donc moi, je m'intéresse bien à la composition. Qu'est-ce que dans un mélange, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc lorsque l'occasion s'est présentée avec le Grand Contrôle et la collaboration avec Alfred, qui est mixologue ici, de faire un cocktail, donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc là, nous allons commencer l'investigation de qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail. Vérifions si les slides fonctionnent. Les slides fonctionnent. Bravo la technique. Donc, vous verrez que ce cocktail, je vous invite vraiment, lorsque vous allez le voir, à assister à la préparation du cocktail, parce que vraiment toute la magie et le déclic scientifique se fait là. Il se fait sous la forme de couche, donc je vais respecter cette couche. Donc vous pourrez vous amuser au départ du cocktail à prendre réellement votre paille et descendre petit à petit pour voir les différentes couches au départ. Et si vous voulez ensuite voir l'intégralité des flaveurs, avant de commencer à mélanger, vous pouvez commencer à descendre petit à petit. Donc en haut de ce topping, c'est un jus de citron vert. Donc je vous ai mis quelques molécules qui sont dans le citron vert. Donc vous avez de l'acide citrique. Hop là, peut-être me mettre de ces côtés, peut-être. Hop, comme ça j'en change moins. Donc vous avez de l'acide citrique qui va donner l'acidité de citron vert, mais si vous mettez que de l'acide citrique, vous prenez un détartrant pour cafetière, ça n'a pas de goût. Donc ce qui va être intéressant, c'est toutes les composés aromatiques qui vont être à côté, notamment ce qu'on trouve dans l'essentiel. Donc quasiment tout le monde, je pense, connaît le limonène, qui est le composant majoritaire de l'huile essentielle de tous les agrumes, mais c'est pas ce qui va faire la différence entre une orange, entre un citron vert, un yuzu, etc. Donc ça se trouve dans les petits pouillèmes, donc les composés que je vous ai mis à côté
semble ridicule. Là, j'ai 0,35% pour du Germacrène B, et pourtant, c'est un des composants principaux qui donne le caractère au citron vert. Et la capacité, une des propriétés de ces composés, c'est ce qu'on appelle des terpènes. Ce sont principalement du carbone et de l'hydrogène, avec certains avec de l'oxygène, comme à droite. Et donc, ce sont des composés qui sont apolaires et qui vont être capables de dissoudre des choses, par exemple le caoutchouc. Donc, démonstration. Si je pense à quelque chose en caoutchouc, il y a peut-être une grande chance que vous pensez à un ballon. Je préviens pour toutes les personnes qui n'aiment pas les ballons qui pètent, de vous mettre en sécurité. Oui, celui-là. Donc, mon huile de citron vert est ici. Donc, je vais juste en prendre une petite goutte avec une pipette et le mettre sur le ballon, et on va observer. Donc, c'est une des propriétés qui se ressemble, s'assemble, fonctionne aussi en chimie. Le caoutchouc, c'est une grande molécule composée de carbone et d'hydrogène. Le limonène est composé de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est ce qui va permettre de faire éclater le ballon. Donc ça, c'était juste sur le topping. Mais si vous commencez... Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce ballon. Donc là, on n'est qu'au départ. J'ai mis que la paille au tout début. Si vous continuez à redescendre, vous avez un tonique au concombre. Alors le concombre, principalement, c'est ces deux molécules-là qui vont donner le côté vert, gras, qui sont dans le concombre. Moi, j'ai eu la chance pendant mes études d'aller faire un stage à Graz dans les matières premières naturelles. Et donc, les parfumeurs, pour pouvoir refaire cette note concombre, parce qu'on ne va pas extraire du concombre pour faire des parfums, on va plutôt utiliser de la feuille de violette. Alors, il ne faut pas se faire distraire par la fleur. Prenez vraiment la feuille une fois que vous êtes chez vous, frottez-la et sentez-la. Donc, vous allez avoir en fait toutes ces variations avec, au départ, vous avez un hexanol, donc 6 carbone, nona, 9 carbone. Vous avez toute une variété de ces composés avec plus ou moins de carbone. Plus vous allez vers la gauche, plus vous allez les composés courts et plus vous allez avoir les odeurs de vraiment d'herbes coupées. J'ai marqué le mot mordante parce que c'est littéralement ça. En fait, la plante ne le fait pas pour que ça sente bon l'herbe coupée, elle fait pour que repousser les herbivores. Donc, du coup, c'est vraiment attaquant pour vos narines. Jusqu'à aller aux notes les plus grasses et l'acide alpha-linolénique, qui est le composant qui donne naissance à tous ces petits alcools, qui lui a une odeur grasse. Donc, en fait, le concombre est une sorte d'intermédiaire à queue entre les notes vertes et les notes grasses. Et si vous voulez sentir un petit peu d'extrait de violette, j'en ai apporté, et ça sera l'occasion d'en présenter ensuite. Mais dans tonique au concombre, il y a peut-être un autre composé qui va m'intéresser. Et moi, lorsque je vois le mot tonique, j'ai envie de prendre le cocktail et de le mettre sous une source ultraviolette. Donc si je m'approche de mon cocktail et que je le mets sous la lumière ultraviolette, donc là on est en pleine lumière, on ne va pas trop le voir. Passons sur une source de lumière un petit peu plus concentrée, un laser. J'espère que vous avez réussi à voir la petite lueur bleutée qui apparaît, mais ça sera plus évident si je prends directement le tonique au concombre et que je fais passer le rayon laser à travers. Vous voyez une fluorescence bleue qui est due à une molécule, la quinine, qui est extraite du quinquina et qui est la base de tous les toniques. Donc la quinine, dans le cocktail, elle ne va pas servir à être fluorescente, même si c'est quelque chose d'extrêmement cool. Elle va plutôt vous servir à donner l'amertume. C'est un des composés amers et même le standard de référence pour tout ce qui est composé amer. Donc vous allez descendre de l'acidité à de l'amertume et enfin rentrer sur le composé qui donne cette couleur
et qui va être une vodka qui a été infusée avec ce pois bleu. Donc des pois de papillon bleu et qui contient des composés, donc là je vous ai donné le composé précis, c'est des dérivés de la delphinidine, mais c'est une classe de composés qu'on appelle les anthocyanes et ce qui donne les couleurs bleues aux plantes. Donc si je reproduis ce qui se passe, et peut-être je vais m'asseoir, ça sera peut-être plus simple, comme ça je peux garder ici. Donc les anthocyanes au départ, elles sont bleues, comme ceci. Mais ces anthocyanes, une de leurs caractéristiques, c'est que, je vais quand même me rapprocher histoire que vous voyez quelque chose, lorsqu'on les met en milieu acide, ces anthocyanes vont plutôt passer au rouge. Donc là, j'avais déjà mis un acide, histoire de vous remontrer. Donc là, je vais faire augmenter le pH. J'espère de manière progressive, histoire que ça soit plus joli. Donc au départ, vos anthocyanes sont en milieu acide. Si j'augmente le pH, je vais plutôt aller sur des violets bleus. Puis le bleu va passer sur les anthocyanes qui sont plutôt vertes en milieu très basique. Donc on a toutes les nuances du cyan au vert. Et je termine sur un vert. Et dans des milieux très basiques, j'obtiens des formes qui sont plutôt jaunes. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez cette couleur verte résiduelle. Cela permet de faire ces jolis diagrammes colorés comme vous les voyez ici. Donc tout l'intérêt de ce cocktail, c'est qu'au départ, vous avez la vodka. C'est pour ça que je vous incite réellement à aller lors de la préparation, être là. C'est que vous passez au départ d'une vodka qui est bleue. Vous ajoutez le tonic qui est légèrement acide, donc vous arrivez sur des teintes qui sont violettes. Puis arrive le topping au citron qui va vraiment accentuer l'acidité et ça va passer au vert, au rouge. Alors, est-ce que je vais pouvoir arriver jusqu'au rose? Ça dépend. J'espère qu'il m'a mis le topping parce que sinon ça ne fonctionne pas. Mais là, vous avez déjà quelque chose qui est légèrement violacé, alors que si vous regardez la vodka, elle est vraiment bleu, bleu, bleu intense. Donc, et il y a déjà une idée. Donc là, j'ai mis une petite flèche qui indique le temps parce qu'il y a quelque chose d'assez irréversible derrière. On pense partir de quelque chose qui est figé, etc., qu'on ne peut pas changer. Et au fur et à mesure que les ingrédients arrivent, on arrive à un résultat qui est différent de ce qu'on avait au départ. Ce qui est pour moi quelque chose un peu intéressant. Une petite métaphore de toute notre vie à tous, qu'on espère partir de quelque chose et de transformer en quelque chose de totalement différent avec les vies qui passent. Et aussi, ce que j'ai fait aussi, lorsque le travail d'Alfred, qui a vraiment été à la base de cette recette, lorsque j'ai remis tous ces ingrédients, ça m'a ressemblé un petit peu à ce qui se produisait lorsque j'étais avec des parfumeurs, avec une note de tête, une note de cœur, une note de fond, de manière un petit peu différente, parce qu'il n'y a pas réellement une note de fond, parce qu'on n'a pas une épice, quelque chose qui va rester dans la bouche, c'est quelque chose d'extrêmement léger, mais l'amertume prend cette place-là. Donc ça a à peu près l'équivalent d'une note de Cologne, qu'on appellera Hespéridée parce qu'il y a un citron, et un peu aromatique parce qu'on a une note verte qui est associée. Donc j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce cocktail. Et j'ai juste à vous dire merci et surtout, santé. Ça va le grand contrôle? Ça vous donne envie de boire un coup? Bon, il va falloir attendre un petit peu parce que là, on va avoir une discussion quand même cool. Peut-être que vous allez avoir envie de boire encore plus après. En tout cas, on va passer sur une petite table ronde où on va discuter avec un panel d'exception. Je vais les inviter à me rejoindre. Et dans ce panel-là, on vous invitera également à poser vos questions, parce que ce sera aussi une petite discussion tous ensemble. Donc je vais inviter Anne Zimzak à monter sur scène avec moi. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Je vois Jeanne Morel au fond qu'on peut applaudir également. Nicolas Martin qui nous rejoint. Et Dounia Saez également. Je vous en prie, asseyez-vous confortablement. Je vais... Est-ce que vous rentrez tous sur le canapé? Ça vous va? Allez, comme ça je m'installe tranquillement. Ok, super. Alors cette petite table ronde, elle a un petit nom, elle s'appelle Diffuser la science. Donc je vais, avant d'introduire mes invités, que je remercie encore d'être avec nous aujourd'hui,
Je vais faire une toute petite intro pour essayer un peu de nous replacer dans un petit contexte ici présent. Parce que vous allez voir qu'on va très vite et on va essayer de se contenir, de ne pas partir sur un débat philosophique qui va nous prendre 3 heures. Sinon, on va jamais... mais on a perdu le cocktail. Tiens. Alors, je voulais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Renaud Pourpre. Je suis un ancien chercheur en microbiologie, maintenant vulgarisateur et porte-parole de l'Exploratoire. Je ne répète pas ce qu'est l'Exploratoire, vous l'avez déjà vu. Et également membre du Café des Sciences, donc apparemment tout le monde commence à se connaître, décidément. Alors vous l'avez compris avec l'introduction dans le discours, vous l'avez compris également avec Rémi et ce cocktail, les sciences elles sont partout. Que vous soyez assis dans votre chaise ici présent ou que vous soyez dans la station internationale orbitale dans l'espace, vous les utilisez tous les jours, elles sont présentes partout avec nous. Mais alors, si les scientifiques, quand ils entendent le mot science, ils trépignent d'impatience de se jeter sur ce qu'on a ici, par exemple, des éprouvettes, parfois le mot science, il hérisse quelques poils, il répulse un peu quelques personnes. Et ça, c'est un grand défi. Un grand défi qui est de partager les sciences au plus grand nombre, partager d'une manière accessible, intéressante, pour émerveiller, pour attiser la curiosité et peut-être créer des vocations. Et ça, si on fait un petit bond dans le temps, alors attention, on ne va pas faire un petit cours d'histoire, hein. Mais si on fait un petit bond dans le temps, en 1992, la date de ma naissance, attention, est née une fête en France, une fête nationale qui s'appelle la Fête de la Science. Cette Fête de la Science, elle avait pour autre nom Science en Fête, ils ont juste inversé apparemment. Et donc son ambition a été simple, elle a été de rapprocher les citoyens des acteurs du partage des sciences et des acteurs de la science. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on est 30 ans, un peu plus de 30 ans après. Et malheureusement, on peut faire aussi le constat qu'il y a une autre fête nationale qui est beaucoup plus populaire, qui s'appelle la fête de la musique. Et la fête de la science essaye, mais elle n'a toujours pas réussi sa mission. Pourtant, il y a énormément de nouveaux acteurs qui sont apparus dans le champ de partage des sciences. Et on en a quelques-uns avec nous en cette fin d'après-midi. On peut compter dedans les vidéastes, les podcasteurs, les artistes, les associations, les journalistes, les universités, les fondations, les instituts de recherche et j'en passe. Jamais les sciences n'ont été autant saisies par des acteurs de la société pour les partager. Alors, le défi n'est toujours pas résolu. Alors, comment on fait ? Aujourd'hui, en tout cas, ces acteurs tels qu'ils sont ici, ils essayent justement d'œuvrer pour briser cette vision d'une science cloisonnée. Et certains renouvellent même les codes de leur communication. Et encore une fois, on a quelques personnes avec nous ce soir qui ont brisé quelques-uns de ces codes. Et donc, ça énonce plein de questions, et c'est là où on peut partir dans un débat philosophique. Quels sont les enjeux derrière le partage des sciences ? Comment inclure et engager les citoyens ? Quels sont les freins à la démocratisation des sciences ? Et la science est-elle une culture à part entière ? Je vous rassure, on ne va pas traiter cette question ce soir ensemble, parce qu'on y serait jusqu'à demain, voire jusqu'à l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on a la chance d'accueillir ces invités pour explorer ce vaste sujet, et on va explorer la diversité des formats, ainsi que les approches du partage des sciences. Alors, je vais me permettre une petite introduction à chacun d'entre vous. Comme ça, après, on pourra se lancer un peu dans cette petite discussion. On va mener ça à peu près sur une petite 35 minutes où je vais lancer mes invités. Et ensuite, on vous donnera la parole. Donc, gardez bien vos petites questions sur des petits bouts de papier, tout ça. Ils seront là aussi pour être challengés. Donc, je vous en prie, lâchez-vous. Donc, on a avec nous Anne Zimzak. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche depuis 2013, après avoir enseigné la chimie en classe préparatoire. Ça vous a rappelé des choses Ah ben voilà. Vous avez envie de le boire, ce cocktail? Ah, pas l'éprouver, pas celle-là. Oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être exploser. Vous êtes également vice-présidente du dispositif ministériel Sciences à l'école et également vice-présidente de l'école de la deuxième chance, Grand Hainaut, si je ne dis pas de bêtises. Merci encore d'être avec nous. Je pense qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Jeanne Morel, merci d'être avec nous. Vous êtes danseuse et chercheuse, membre du Conseil international de la danse à l'UNESCO. Alors ça, je vous le dis, sur LinkedIn, ça claque. Depuis 2015, c'est avec l'artiste Paul Marlier que vous rassemblez la danse, les sciences et l'art numérique sur tous les terrains. Parce que vous allez de la montagne, en passant par les mers, les sommets des volcans, et même jusqu'en apesanteur, en tout cas en vol 0G. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez aussi applaudir.
Dounia Saez, vous êtes astrophysicienne de formation, désormais rédactrice en chef du média Labo des Savoirs. Mais vous possédez aussi une autre casquette, et pas des moindres, puisque vous êtes la présidente du Café des Sciences, qui est la communauté qui regroupe les vulgarisateurs et vulgarisatrices sur le web. Merci d'être avec nous, on peut l'applaudir. Et je termine par Nicolas Martin. Alors, est-ce que je devrais le présenter? Je ne suis pas sûr, mais je vais quand même le faire. Vous êtes auteur, scénariste, réalisateur et producteur de radio, beaucoup de casquettes. Vous avez travaillé pendant 20 ans à Radio France, dont 6 années de bons et loyaux services pour l'émission La Méthode Scientifique. Quand même un titre avec scientifique sur une radio qui s'appelle France Culture. Donc je pense qu'en termes de science et de culture, on commence à toucher du doigt notre sujet. Vous êtes aussi et maintenant donc réalisateur avec une dizaine de courts-métrages à votre compte, des clips. Vous préparez actuellement un long-métrage. Vous avez sorti un livre dès demain, ou peut-être un peu plus tard, il me semble, la semaine prochaine. On en reparlera peut-être. Et vous approchez également la conception de séries fantastiques et de science-fiction. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Donc vous avez vu, on a un panel incroyable avec plein de diversité. On va essayer d'explorer tout ça en un temps record. C'est un gros challenge pour moi. Et donc je vais commencer tout simplement pour essayer de poser des petites bases, les bases des enjeux, les enjeux de la vulgarisation et du partage des sciences. Et donc je vais me tourner vers vous, Anne Zimzak, parce que renforcer le traitement des sciences directement dans notre système éducatif, c'est votre mission. Vous collaborez avec notamment des associations telles que La Main à la Pâte. Est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots pour vous les enjeux justement du partage des sciences et justement de l'introduire dès le plus jeune âge auprès du système éducatif? Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et puis que ça ait commencé par de la chimie quand même. Les enjeux, c'est justement de faire découvrir l'invisible ou l'incompris dans un système scolaire où les premiers enseignants que rencontrent les élèves ne sont pour la plupart pas scientifiques. Alors ça n'est pas complètement spécifique à la France. C'est vrai dans beaucoup de pays où la plupart des enseignants du premier degré ne sont pas scientifiques. Mais nous avons une formation des enseignants du premier degré qui n'est pas suffisamment musclée pour l'instant sur cette question de l'ensemble des champs culturels. Un enseignant du premier degré a 9 champs disciplinaires à enseigner. Donc il y a un petit enjeu à ce que l'un de ces 9 soit correctement traité avec les moyens du bord, mais ça, tout le monde sait, je pense ici, qu'on peut faire de la science avec des pots à yaourt et très peu de choses, et c'est justement très intéressant. Et donc, il y a un vrai enjeu de formation fondamentale pour former à la fois des citoyens libres, éclairés, qui, dans un monde de plus en plus complexe, auront des clés pour comprendre, choisir, décider. Et puis, en même temps, pour continuer à faire de la France la grande nation qu'elle est, du Concorde, du TGV, des centrales nucléaires, et avoir encore des scientifiques de très haut niveau qui s'engagent. Donc on a un ensemble de populations à accompagner dans une approche des sciences qui aide à construire aussi un esprit critique très sain, parce que nous avons énormément de difficultés aussi à faire comprendre les grandes différences entre les croyances et les faits avérés, observés. Et donc l'introduction de la méthodologie scientifique dès le plus jeune âge est essentielle pour l'avenir, on va dire, intellectuel, social et en même temps économique de notre pays. Des sacrés enjeux, en tout cas, puisqu'on a bien compris que c'est en se saisissant des premiers outils qu'est la connaissance que les citoyens pourront répondre aux défis qu'on a, tels que les défis environnementaux, dont je me passe d'expliquer les raisons, parce que je pense qu'on est tous conscients de ça. Merci beaucoup, Anne. Je suppose que vous échangez aussi pas mal du coup avec des associations pour ces programmes-là et pour. Est-ce que vous nous Oui, en moi parler? je suis une fervente adepte de l'ouverture de l'école. D'abord parce qu'il est important de montrer
comment l'école évolue. Elle n'est pas forcément celle qu'on a connue quand on était petit. Donc l'école évolue avec la société. L'école est peuplée d'1 million de salariés qui sont des vrais petits soldats qui la font tenir pendant la crise Covid, etc. Et donc il faut exploiter toutes les occasions de montrer ce qu'est l'école. Donc d'ouvrir ses portes. Donc ça, c'est une occasion, hein, cet enseignement des sciences et technologies. C'est aussi très intéressant d'accompagner ces enseignants qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ces disciplines et donc de partager les expertises. Donc un scientifique qui vient accompagner un enseignant ne fait pas à la place de l'enseignant, mais l'accompagne dans la préparation des séances et dans la qualité scientifique de la démarche et du propos. Et puis c'est très intéressant parce que ça crée une relation triangulaire qui positionne finalement l'élève comme voyant deux adultes fonctionner ensemble et l'adulte référence qui est son enseignant est pour le coup là parfois en position de non-sachant universel. C'est-à-dire que cet adulte qui d'habitude répond un peu à toutes les questions, là est dans une position où il a besoin d'aller chercher la connaissance et d'aller chercher l'information ailleurs. Et donc ça permet aussi de travailler sur l'estime de soi, le fait que c'est ensemble qu'on apprend, qu'on ne sait pas tout, mais qu'on a la démarche de rechercher dans les livres, ou qu'ils soient numériques ou pas, donc d'aller chercher la connaissance ailleurs, dans les livres ou chez les personnes. Et ça, c'est aussi très intéressant par rapport au travail sur le statut de l'erreur et la recherche continue dans la façon d'apprendre tout au long de la vie. Très bien, j'adore ça, casser les codes, casser un peu ces images qu'on a pour justement que les monsieur et madame, tout le monde puisse se saisir de ça. Dounia Saez, je me tourne vers vous. Parce que vous, des gens qui essaient, il y a plein de formats et à casser des codes, vous en avez plein. Quelles sont un peu les forces que vous avez au Café des Sciences? Pourquoi les vulgarisateurs sont autant pertinents pour partager et diffuser les sciences? Grande question. Hein. J'ai combien de temps? Alors, 2 minutes. En 2 minutes, ce qui est intéressant avec les vulgarisateurs et les vulgarisatrices et qui m'a donné aussi envie de rejoindre l'association, c'est qu'ils se sont sentis légitimes à un moment donné pour parler de science. De rappeler que finalement, la science, c'est quelque chose qui doit être et qui doit rester accessible à tout le monde, en passant par l'école, en passant par la lecture d'ouvrages, en se formant à l'université, au lycée, etc. Ça doit être quelque chose qui est de l'ordre du bien commun. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi, ils et elles ont choisi, de poursuivre cette transmission, de ne pas s'arrêter à « j'ai appris quelque chose, ça m'intéresse, mais j'ai aussi envie de le transmettre avec des formats différents, que ce soit avec de la vidéo, des billets de blog, c'est souvent parti... Alors, un Internet qui a déjà 10 ou 15 ans, mais ça fonctionnait beaucoup avec les blogs. Et le Café des Sciences est né avec les blogs. Maintenant, ça a la forme de podcast, de cours sur les réseaux sociaux. Quelle que soit la forme, ce qui est important, c'est que ce sont des personnes qui ont envie de transmettre et de participer comme ils ont pu recevoir. Maintenant, ils donnent également avec le format qui leur plaît et le ton qui leur plaît également. Super, merci. Et alors parfois, ces vulgarisateurs s'associent, et même bien souvent, à des scientifiques, on est d'accord? C'est même très souvent des scientifiques eux-mêmes et ouais. elles-mêmes qui sont des spécialistes de leur sujet. Il y en a qui s'emparent de sujets qui ne sont pas dans leur discipline. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'astrophysique, mais je m'autoriserai à parler de biologie en m'accompagnant de scientifiques, par exemple. Il y en a qui n'ont pas du tout fait d'études scientifiques, mais qui s'entourent de bonnes personnes, qui se posent les bonnes questions et qui sont aussi légitimes à parler de science. Et pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, ce sont des spécialistes de leur sujet et qui, un petit peu, peuvent naviguer entre parfois des eaux troubles et trouver comment délivrer la bonne information intéressante et de façon vulgarisée, justement. Parfait. On va aller de plus en plus, je sens venir la température, on va aller de plus en plus vers les gens qui vulgarisent les sciences et qui ne sont pas scientifiques. Mais avant toute chose, je me tourne vers Nicolas Martin, parce que des chercheurs, vous en avez rencontré, vous avez donné beaucoup la parole à des chercheurs. D'ailleurs, vous avez préparé un livre qui va bientôt sortir, dans lequel ils
ils prennent aussi la parole, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, des chercheurs vulgarisateurs, vous en avez rencontré beaucoup. Pourquoi c'était autant important pour vous de mener, depuis 6 ans en tout cas, sur la radio et maintenant au travers d'autres formats, la parole des chercheurs sur ces terrains-là? Y a beaucoup de choses là-dedans. Déjà parce que aujourd'hui, contrairement à il y a quelques dizaines d'années, la vulgarisation et la transmission est au cœur de la mission des chercheurs. Tant mieux, c'est quelque chose dont il faut se féliciter via les grands instituts de recherche, même si on sait qu'aujourd'hui la tâche, la charge de travail des chercheurs est de plus en plus lourde, elle est de plus en plus complexe, que la part administrative de leur métier est de plus en plus lourde et empiète sur leur travail de recherche. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a quelque chose, il y a une sorte d'incompréhension ou d'impensé avec le grand public vis-à-vis de la recherche, et je pense que c'est quelque chose dont les médias tiennent une assez grande part de responsabilité. C'est-à-dire que pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer aujourd'hui, on pense encore souvent que oulala, la science c'est compliqué, c'est une niche, ça n'intéresse pas grand monde. C'est évidemment absolument faux, c'est complètement faux. Il y a un public très grand, très vaste, très large, très divers, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles qui aiment et qui s'intéressent à la science. Preuve en est les audiences des programmes radio. On a la chance sur le service public d'avoir 2 émissions quotidiennes, plus des émissions hebdomadaires qui réunissent littéralement des millions de personnes chaque semaine. On voit qu'il y a des chaînes YouTube aujourd'hui qui sont tenues par des vulgarisatrices et des vulgarisateurs qui réunissent des centaines de milliers, des millions de jeunes. Et donc la science, ça n'est pas cette niche compliquée, difficile, on comprend rien, et donc on ne va pas faire d'efforts ou faire de programmes de vulgarisation. Moi, je déplore évidemment qu'aujourd'hui, sur la télévision et dans l'audiovisuel public, il n'y ait pas une émission à minima hebdomadaire de vulgarisation scientifique. Tout ça parce qu'on en a un peu peur, et je trouve ça absolument déplorable. Et c'est intéressant ce que vous disiez, parce que effectivement, là, il y a un livre où j'ai interrogé 17 grandes chercheuses et chercheurs dans 17 disciplines pour leur demander qu'est-ce que c'est, comment on devient chercheur en fait, c'est quoi, d'où vient la vocation, pourquoi on choisit tel sujet, et puis comment on pense, comment on travaille, d'où ça vient, de quel milieu on vient, est-ce qu'il y a un ticket d'entrée pour être un chercheur, est-ce qu'il faut venir de familles intellectuelles, d'une aristocratie de la recherche, ou au contraire est-ce que c'est accessible aux couches populaires, et quelque chose d'assez réjouissant dans ces entretiens. Vraiment, l'une des conclusions, c'est de se dire qu'en fait, c'est quelque chose que je suspectais un peu après 6 ans, mais c'est quelque chose que je dis, et que je le dis avec d'autant plus de fermeté aujourd'hui, c'est qu'en fait, a priori, tout le monde peut devenir prix Nobel. C'est-à-dire, quelle que soit son extraction sociale, quel que soit son milieu... Non, mais vraiment, c'est intéressant. Hein. Je veux dire, par exemple, Alain Aspect, ça vient d'un milieu populaire, d'instituteur. Étienne Gis vient d'une famille très populaire. Son père était imprimeur, il était sourd, il n'avait pas d'éducation. Sa mère était femme au foyer. Aujourd'hui, il est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Bref, donc, en fait, c'est accessible. Et il y a une chose qui revient, et ça me fait rebondir sur ce que vous disiez, c'est que qu'est-ce qui se passe et pourquoi à un moment donné ces chercheuses et ces chercheurs de haut niveau vont s'orienter, vont aller dans une carrière de la recherche et vont s'orienter vers les sciences? Eh bien, c'est parce que souvent, à un moment donné, ils croisent la route d'un enseignant, d'un instituteur, d'un professeur au collège ou au lycée, qui d'un seul coup va leur ouvrir une porte, va leur ouvrir une trajectoire, va leur donner confiance en eux et va les emmener, parfois ça arrive même un peu plus tard, à la fac. Et moi, ce que je dis aujourd'hui et ce que j'ai vu, et à travers ces entretiens, et d'ailleurs certains d'entre eux me le disent, hein, là je me fais porte-parole, hein, et c'est aussi vrai ensuite dans les carrières de recherche, c'est que quand on voit aujourd'hui l'état de l'enseignement et de l'éducation nationale en France, quand on voit la façon dont les professeurs sont à ce point sous-payés, quand on voit la difficulté aujourd'hui de l'éducation nationale à recruter des enseignants dans les concours où il y a de moins en moins de candidats. Quand on voit aujourd'hui l'état des carrières des enseignants-chercheurs qui travaillent de plus en plus, à qui on dit qu'ils foutent rien, à qui on rajoute des tâches et qui font partie des moins payés en Europe. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas tant rater faire du mal au principe d'éducation. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de perdre des générations de scientifiques. Parce que quand on a des professeurs au collège ou au lycée, dans des classes qui sont surchargées, eh ben, ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, ils n'ont pas le temps de repérer ces enfants à qui on va pouvoir ouvrir des portes. Et le système d'enseignement et d'éducation aujourd'hui, il est capital, il est fondamental, il est dans un état
déplorable, et ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont les gens et les chercheurs que j'ai interrogés, et qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on veut se lancer dans une carrière de chercheur et qu'on veut commencer une carrière de chercheur universitaire, ça veut dire qu'il va falloir insister, qu'il va falloir faire des post-docs, qu'on voit que récemment les gouvernements renforcent la précarité en créant des CDI de contrat, c'est-à-dire des tenure tracks où il devient de plus en plus difficile de s'installer dans un laboratoire, d'être embauché par des instituts de recherche. Et aujourd'hui, effectivement, malheureusement, par rapport aux générations précédentes, se lancer dans ces carrières de recherche, alors qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y a de plus en plus de figures de représentation et de figures d'identification, notamment pour les jeunes filles, parce qu'il faut dire que le milieu de la recherche, dans beaucoup de secteurs, a été largement masculin. Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de façons de s'identifier et d'avoir envie d'aller faire de la science. Et malheureusement, compte tenu de la façon dont les gouvernements successifs et le gouvernement actuel traitent non seulement l'éducation nationale, mais également le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Je vous rappelle, à titre indicatif, que depuis des années, on a un objectif en Europe qui est de monter à 3% du PIB le budget du ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, et qu'aujourd'hui, la part de l'investissement public est de 0,8% et que le reste est du privé, et que tout ça, ça donne 2,2%, et que personne n'arrive à monter cette foutue part du PIB à 3%, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Et en fait, comment aujourd'hui, finalement, se lancer et continuer à avoir envie de faire de la recherche, ça devient un véritable parcours du combattant. Et voilà. Et heureusement qu'il y a des associations, heureusement qu'il y a des vulgarisateurs, heureusement qu'il y a ce type d'événement pour continuer à donner envie d'y aller et à faire rêver et à essayer d'ouvrir ces portes-là, parce que malheureusement, les endroits, les lieux de l'école républicaine qui sont censés ouvrir ces portes, sont de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à trouver à cause de la succession des politiques successives depuis un certain nombre d'années, mais notamment depuis quelques années. Anne Zimzak, vous vouliez réagir? Oui, j'ai envie de dire merci, parce qu'on a besoin effectivement de cette dénonciation des difficultés de l'école et de l'enseignement supérieur. Ça a été dit ce matin au matin de France Culture, justement, par Madame Willery. Il faut le répéter, et moi je reste persuadée que le seul investissement d'avenir qui vaille, c'est l'école. C'est l'école. Et quand on regarde ce qu'a fait le Portugal il y a 20 ans pour son système scolaire, et ce que ça donne maintenant 20 ans après, je pense qu'il y a effectivement urgence à ce que des décisions politiques soient prises. Voilà. Donc, l'inspection générale fait des écrits qui ne sont pas toujours publiés, puisque on est un corps d'évaluation et de conseil, et le politique dispose de nos écrits et en fait ce qu'il veut. Mais voilà, ces propos-là, nous les tenons aussi en interne, et je m'associe personnellement à cette bataille. Et je vous remercie. Merci Anne Zimzak. Dounia Saez. Là où justement il y a peut-être un rôle qui plus est des vulgarisateurs et des vulgarisatrices à jouer, au-delà de transmettre de la connaissance, c'est aussi parler de qu'est-ce que c'est la recherche. Rendre accessible qu'est-ce que c'est un scientifique ou une scientifique, parce qu'ils n'ont pas les mêmes parcours, qu'on soit un il ou qu'on soit un elle. On n'a pas les mêmes parcours de recherche en fonction que ce soit en sciences humaines et sociales ou en sciences expérimentales. Je pense qu'il y a un rôle à jouer aussi de ces personnes-là qui sont devenues parfois, qui ont une autre position par rapport à la science, d'expliquer non pas la science, mais comment elle se déroule, comment elle se déroule mal aussi parfois, à la fois en parlant des erreurs, des échecs, de la recherche par projet, de toutes ces choses-là aussi qui font que la recherche française, à un instant donné, actuellement, va mal, et que ça fait partie aussi des efforts de vulgarisation qu'on a à faire, qu'un scientifique ou une scientifique ne peut pas forcément, en exercice, j'entends, se permettre, parce qu'on peut très bien perdre des projets ou avoir des problèmes au sein de la structure universitaire dans laquelle on est, ou des laboratoires. Donc, comme les scientifiques, comme les vulgarisateurs qui s'engagent de plus en plus dans des engagements politiques ou écologiques, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans sur un engagement, à quoi ça ressemble en fait, un chercheur ou une chercheuse au-delà de la science. Voilà. Exactement. J'en profite parce que là, vous me donnez des lampes de lancement parfaites pour introduire Jeanne Morel. On a parlé de rencontres qui changent des carrières ou des directions de carrière. On a parlé de personnes qui font découvrir aussi c'est quoi la recherche et qui sont les personnes derrière. Eh bien, vous avez une personne ici, Jeanne Morel,
Bonjour. dont le titre est Danseuse et chercheuse quand même, je tiens à le préciser. Et c'est parfait pour moi, ce que vous venez d'introduire, parce que pour moi, j'avais juste envie de vous poser une question. Jeanne, pouvez-vous un peu expliquer comment... Donc vous êtes danseuse de base, vous êtes fait, je crois, beaucoup connaître pendant le Covid en dansant sur votre balcon, mais votre aventure auprès de la recherche a commencé avant. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette rencontre Bien entre... sûr. En fait, tout ce que vous disiez tout à l'heure, merci pour tout ce que vous avez dit. Je crois que peut-être le parcours d'un artiste, c'est un peu comme celui d'un scientifique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche avec passion, avec ferveur, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, mais on cherche et on y dédie notre vie. Et c'est difficile, c'est un parcours semé d'embûches aussi, mais c'est magnifique et c'est ce qu'on a envie de transmettre, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant que scientifique, je crois. Moi, je n'ai pas du tout la prétention de faire de la science. Elle est venue comme une nouvelle amie dans ma vie, comme un médium, un langage que j'ai utilisé dans mon art. Depuis 2016, je travaille avec l'Agence spatiale française et l'Agence spatiale européenne. Je travaille en apesanteur, mais pas que, pas toujours dans un avion, heureusement. Je travaille en haute montagne, sous la mer, dans le désert, sur les volcans, et je cherche l'adaptabilité du corps à ces milieux-là, mais aussi qu'est-ce que la fragilité, la mienne, en tant qu'être humain, et puis celle de cette planète qui m'abrite. La science, ça a été un refuge, en fait, pour moi. Et elle est extrêmement importante. Elle est tout ce que vous avez dit. Je crois que sans ça, on a moins matière à rêver. Et aujourd'hui, pour moi, l'art et la science sont un peu les deux pôles du même monde, en tout cas du monde que j'essaie de faire tourner. Est-ce que vous aviez, à quelconque moment de votre vie, imaginé vous retrouver aussi proche des chercheurs et chercheuses pour... En fait, un jour, un ami m'a dit « Est-ce que tu aurais imaginé ça ?» Non. Mais est-ce que ça t'étonne aujourd'hui de travailler là-dedans ? Ben non, non plus. Finalement, je crois que la vie, c'est plein de petits boulons qu'on met ensemble pour faire décoller notre avion. Et j'étais passionnée par les étoiles. J'avais un parrain qui est décédé aujourd'hui, mais qui était astrophysicien. Et moi, je croyais que la science, c'était pas fait pour moi, parce que j'ai fait Cagne, enfin parce que j'étais littéraire, parce que je dansais. J'ai fait le cirque plume quand j'étais petite. Je viens du cirque. On pouvait pas être scientifique et trapéziste, c'était pas possible. Et pourtant, c'était quelque chose qui m'habitait. Donc finalement, jamais j'aurais imaginé ça, mais je suis très heureuse d'être là et de pouvoir échanger en fait avec ces astronautes, ces scientifiques sur qu'est-ce qu'on imagine pour aller mieux, qu'est-ce qu'on imagine en tant qu'être humain, qui on est, qu'est-ce que la création, par exemple. C'est parfait. Je vais me permettre une dernière petite question, parce que peut-être qu'on a dans la salle des personnes qui n'ont pas de rapport à la science, aux chercheurs et chercheuses, à la recherche aujourd'hui. Quel a été ce petit boulon, justement ? Quel a été ce petit événement qui a tout fait basculer En réalité, c'est quand même quand le CNES m'appelle. Ah. C'est assez incongru, parce que moi, je travaillais beaucoup en haute montagne. Et un jour, le CNES m'a dit, mais venez chez nous, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Parce que je cherche l'essence de la danse. Qu'est-ce que c'est que la danse, en fait ? Pour moi, c'est l'empreinte de notre émotion la plus profonde. Et j'aime pas reproduire une chorégraphie. J'ai envie d'aller la chercher dans le monde naturel, profond, compliqué aussi parfois, parce que quand on danse en haute altitude, c'est difficile. Et puis, en fait, peut-être qu'on est tous danseurs. En ce moment même, on tourne sur nous-mêmes, on tourne autour du soleil, on fait partie d'un grand ballet. Et c'est vrai que c'est le CNES qui est venu à moi, mais je crois que la rencontre avec Jean-François Clairvoy, qui est le parrain de mes recherches aujourd'hui, qui est un astronaute que vous connaissez certainement, qui est un humaniste extraordinaire, la rencontre avec lui m'a vraiment permis de me dire maintenant, je vais là-dedans vraiment, parce que quand Jean-François parle, on comprend, on ne se sent pas complètement extérieur à ce discours-là, on a envie de s'asseoir autour d'un feu et de l'écouter parler pendant des heures. Et en fait, peut-être qu'on a tous les moyens de comprendre ce que c'est que l'astrophysique, sans pour autant devenir astrophysicienne. Mais voilà, en tout cas, rêver avec ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important de le transmettre aussi aux élèves. Et je travaille beaucoup avec les jeunes. C'est super, ça. Merci. C'est ultra intéressant parce que du coup, on est vraiment sur une forme purement de culture à la base, de danse, et vous êtes retrouvés vraiment très proches
des sciences, au point où il y a du contenu qui sort, où on voit le process de recherche, on voit le process, donc ça peut vraiment créer des vocations, donner des envies. C'est devenu un dialogue, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas du tout la prétention de faire un projet scientifique. C'était vraiment un projet artistique, mais comme on travaillait sur l'adaptabilité du corps, les scientifiques sont aussi venus à nous. Et puis finalement, on discute, on se partage nos données. Nous, on va prendre les leurs pour en faire des installations, des performances, enfin les rendre poétiques, même si elles le sont déjà, mais peut-être poétiques pour le plus grand nombre. Et puis nous, on va leur donner les nôtres pour qu'ils puissent travailler. Je voudrais qu'on mette juste le doigt sur, pour extraire un peu ce que Jeanne vient de nous dire. Il y a un truc qui est très intéressant parce qu'on a clairement une relation aussi de co-mentoring, vraiment d'apprentissage bidirectionnel entre une artiste qui permet aux chercheurs d'aller plus loin et aux chercheurs qui permettent à une artiste d'aller aussi également plus loin. Donc je voulais juste seulement reposer le doigt dessus parce que des dialogues comme ça avec des domaines qui ont l'air loin des sciences, il y en a plein. Et d'ailleurs, peut-être je peux me tourner vers Nicolas Martin maintenant, parce que vous êtes fan de science-fiction. Donc probablement, vous pouvez nous en dire des tonnes sur des liens entre science et science-fiction. Peut-être, la question que je peux peut-être poser, c'est comment quelque chose de fictif, science-fiction, peut-elle parler de science? En quoi ça a un vrai pouvoir, peut-être, auprès du public, et surtout celui éloigné des sciences? Mais moi, ça a été, en fait, moi, ça a été mon lien pendant très longtemps. C'est-à-dire que mon lien avec les sciences passait le collège et le lycée quand j'ai fait un bac scientifique, puis ensuite j'ai dévié vers des études littéraires. Et ça a continué à entretenir. C'est-à-dire que le lien entre la science-fiction, enfin entre la... Je vais me faire gronder entre la bonne science-fiction et Star Wars, et la mauvaise et les autres. Non, j'exagère parce que Star Wars, ça produit ce sense of wonder, c'est-à-dire cette capacité de rêver, de se projeter. Ça produit du rêve. Et c'est intéressant ce que tu dis, Jeanne, parce que dans les entretiens que j'ai menés, il y a le lien, et c'est un topos complet, mais enfin le lien entre scientifique et artiste, il est ténu comme une feuille de papier à cigarette. Combien des scientifiques et des chercheuses et des chercheurs que j'ai interrogés me disent, si j'avais pas été scientifique, j'aurais été peintre, j'aurais été dessinateur, chanteuse. Françoise Combes, elle fait de la peinture impressionniste, par exemple, et c'est une astrophysicienne de très très haut niveau. Jean-François, il aurait été architecte, voilà, il adore dessiner. Bien sûr, il y a évidemment un lien et à la création d'idées ou de pensées nouvelles, de production nouvelle de l'esprit. Alors je passe du coq à l'âne complètement, mais je reviendrai sur la science-fiction dans une seconde. Il y a un des trucs, moi, que je trouve génial, l'une des choses qui m'a le plus touché dans ces entretiens, c'est Jean-Jacques Hublin qui me dit ça. Jean-Jacques Hublin qui est paléoanthropologue et que vous avez peut-être entendu parler il y a 3-4 ans, parce qu'il a mis au jour des fossiles à Djebel Irhoud au Maroc, dans une grotte, qui font remonter de 100 000 ans la datation d'Homo sapiens et de l'apparition d'Homo sapiens, qu'on estimait apparaître à 200 000 ans avant notre ère, et Djebel Irhoud, c'est daté à 300 000 ans, c'est du proto-sapiens, mais néanmoins, ça change l'arbre buissonnant de l'évolution. Et Jean-Jacques Hublin me dit un truc que je trouve absolument génial, c'est qu'il me dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde que d'être, à un moment donné, le premier être humain, et donc le dernier, à faire avancer la connaissance d'un iota. C'est de se dire, de faire reculer un peu l'ignorance, de repousser un peu les limites et dire, cette idée-là, cette découverte-là, c'est moi qui l'ai faite, je suis la première personne à avoir poussé cette limite-là. Ça, je trouve ça assez beau, assez vertigineux, et je trouve que c'est une motivation qu'on peut retrouver certainement aussi dans la création, quand on défriche un terrain, quand on propose une œuvre inédite. Et voilà, et pour revenir sur ta question sur la science-fiction, je pense que l'une des vertus, pour revenir sur la transmission auprès du jeune public, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on a à un moment donné envie de faire de la science, c'est précisément parce qu'on va gratter, on va toucher, on va flirter avec du rêve, avec de l'idéal, avec une projection dans des univers lointains qu'on a envie d'aller explorer. Et c'est exactement le programme de la bonne science-fiction. Moi, c'est avec la science-fiction que j'ai fait ma culture philosophique, c'est avec la science-fiction que j'ai eu accès à certaines pensées métaphysiques,
physique, à certaines problématiques, notamment liées à la représentativité, au genre. En lisant Ursula Le Guin à 21 ans, 22 ans, c'était il y a quelques années, c'était il y a 20 ans de ça, la question du genre, c'était pas très prégnant dans la société. Ben voilà, on commençait à poser des balises, on commençait à penser des mondes et des sociétés différentes. Et donc voilà, bah voilà, c'est pas parce qu'il y a science-fiction qu'il y a forcément beaucoup de science dedans, mais en tout cas c'est un espace de l'imaginaire, et c'est des espaces de l'imaginaire à conquérir, c'est des espaces de l'imaginaire qui proposent d'autres modèles, qui nous font peur, qui jouent parfois en extrapolant les modèles actuels à nous dire voilà ce qui vous risque d'arriver, et c'est autant de façons de provoquer, de titiller nos imaginaires, et je pense d'aller dans cette démarche de se projeter vers d'autres mondes, vers d'autres découvertes, vers des ailleurs désirables ou indésirables, quels qu'ils soient. C'est un peu parler de la magie du monde, en fait, je crois. Que ce soit la science ou l'art, mais c'est comment on se plonge dans quelque chose qui existe et à la fois peut-être qui n'existe pas ou qui existera, et comment on grandit en imaginant. Anne Zimzak, la place de la curiosité, de l'émerveillement à l'école, comment ça se passe ? Est-ce que vous pensez qu'il y en a assez ? Est-ce que vous pensez que c'est une des premières pierres aussi pour mettre le doigt dans l'engrenage de la diffusion des sciences, parce que ça émerveille les futurs peut-être scientifiques ou citoyens de demain ? Oui, je pense qu'il y en a assez. Et puis je pense que l'enfant, par définition, est curieux, gourmand, avide. Donc il faut absolument donner tout ce qu'on peut donner aux enfants. Il faut éviter le cloisonnement. On est dans un système scolaire aussi qui est très marqué par les disciplines de formation, les disciplines de recrutement, les sections au CNRS, les universités qui sont très typées, etc. Et dans la création, dans la créativité, dans la construction d'une culture commune, dans un monde, encore une fois, qui est de plus en plus complexe, on a besoin de faire sauter ces frontières. Donc c'est très intéressant de mettre aussi les jeunes sur des projets scientifiques, de les conduire à participer à des concours de projets, des concours scientifiques. On a en France, au niveau de Sciences à l'école, on pilote avec la Fondation C'est Génial le concours C'est Génial. C'est rien du tout par rapport à ce que font les Allemands, mais chaque année, ça concerne 10 000 élèves de collège et lycée jusqu'à Mayotte et qui finalement conduisent des projets modestes ou qui amènent parfois même des entreprises à essayer d'y trouver des brevets, mais voilà, qui créent un groupe, qui travaille avec un enseignant qui sait un peu plus, mais qui parfois ne sait plus et qui se laisse dépasser par ses élèves. Et je pense qu'on a besoin aussi, dans une école très structurante aussi, d'avoir ces espaces de liberté, d'avoir ces espaces de découverte. Donc, par exemple, travailler à l'école primaire avec le Muséum national d'histoire naturelle et les sciences participatives, Viginature, etc. Aller poser une planche dans la cour et puis la retourner quelques temps après pour dénombrer les escargots et les identifier. Ben voilà, c'est découvrir le monde très simplement, avec peu de moyens, mais dans une démarche très scientifique, participative. Donc ce sont tous ces espaces-là qu'il faut effectivement préserver. Et c'est facilitant quand effectivement il y a des structures extérieures à l'école qui aident les enseignants aux différents niveaux scolaires. Et en même temps, je rebondis là-dessus. Alors, c'est de façon très individuelle et très personnelle. Mais bon, alors, certes, j'ai fait ma scolarité au siècle dernier. Tu n'es pas si vieux, voyons. Pardon ? Tu n'es pas si vieux, voyons. Oh, détrompe-toi. Non, mais j'ai globalement, enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance, je suis très privilégié, donc je me plains d'absolument rien, mais je me rends compte, après 6 ans de méthode scientifique, que si j'avais appris au collège et au lycée
la physique comme je l'ai appris en faisant la méthode scientifique, je ne serais peut-être pas journaliste et je serais peut-être en train de travailler dans le désert d'Atacama, à la CIA ou à Paranal, parce que au lieu de faire des équations de mécanique et des circuits électriques, si on m'avait expliqué un peu la relativité générale, un peu d'astrophysique, et si on m'avait fait un peu plus rêver plutôt que d'appliquer le programme scolaire, peut-être que j'aurais rêvé un peu plus et que je me serais projeté dans ces carrières-là qui n'étaient pas du tout désirables et qui n'étaient pas du tout proposées ou en tout cas enseignées à l'époque, quoi. Oui, alors les choses ont un peu évolué sur les programmes. On a une difficulté avec la connaissance scientifique, et notamment sur physique, chimie, mathématiques, c'est que ce sont des disciplines cumulatives. Et donc il n'est pas du tout évident d'enseigner des belles choses sans avoir les bases, ou alors il faut être très fort. Ça, c'est une tension difficile dans la conception des programmes et dans cet enseignement. Les anglo-saxons y arrivent plus facilement parce qu'ils acceptent de parler de pression sans définir que c'est un rapport d'une force sur une surface. Ça ne leur pose pas de problème d'en parler avant de l'avoir défini sur le plan vraiment mathématique, on va dire, et sur le plan du modèle. Donc voilà, on a ces tensions-là, effectivement, dans l'enseignement en France, qu'on a du mal à résoudre. On fait toujours avec la culture et avec l'histoire de son propre pays. Donc les choses évoluent, mais sont effectivement loin d'être parfaites. Et il y a juste quelque chose que je voudrais pointer. Nous sommes très vigilants à ce que le faire ne se substitue pas à l'apprendre. C'est-à-dire que justement, dans tout ce qui est projet de science et activités avec des intervenants extérieurs, il ne faut pas que ce soit de la science de surface. Et donc, il faut toujours avoir des temps où on fait un peu de métacognition, un peu de bilan. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris? Comment est-ce que je peux le formuler? Comment est-ce que je vais pouvoir transférer ce que j'ai appris à d'autres situations auxquelles je serai confrontée? Et ça n'est pas non plus évident pour le coup, à l'école primaire, les gens qui sont un petit peu moins scientifiques. Donc voilà, on a tous ces points de vigilance. C'est un gros chantier, je pense parce que moi, contrairement à vous, je suis effectivement plus vieille. Et quand je partirai à la retraite, je pense qu'on n'aura pas fini, mais pas fini du tout. Je pense que c'est important que justement, il y ait un complément à l'école sur les à côté. Dire que c'est pas forcément à l'école. Moi, c'est pas à l'école que j'ai appris à lire de la science-fiction. C'est pas à l'école que j'ai vu la première image d'un trou noir de Jean-Pierre Luminet. C'était dans un livre que j'ai trouvé à la FNAC. Enfin, il y a tous les à côté aussi qui font que après on peut retourner à l'école, on peut repartir sur des disciplines scientifiques ou même sur de l'histoire, sur plein de choses, et qui font qu'on va aller plus loin et qu'on va comprendre. Mais il y a cette part d'émerveillement qui vient souvent des à côté des séries, de toutes ces images qu'on peut avoir, des films, des vidéos sur Internet, de la danse, des arts. Enfin, il y a un complément à trouver qui est peut-être un petit peu déséquilibré par moment. Il faut y avoir accès. Et il y a une part très importante de donner la possibilité d'avoir accès à ces choses, donner la possibilité d'aller au théâtre, d'aller dans les musées, d'avoir accès à une bibliothèque, d'avoir la possibilité de poser des questions pour qu'après on puisse aller un peu plus loin. Oui, et puis l'absence des clubs, c'est-à-dire que l'absence des clubs de sciences, alors ça aussi, je pense que ça a un petit peu bougé, mais à mon avis quand même pas énormément, comme l'absence des clubs de cinéma, comme l'absence, je trouve qu'on a effectivement pas cette culture des à côté, alors qu'heureusement aujourd'hui, grâce à Internet, beaucoup d'élèves trouvent, et je pense surtout à YouTube et aux vulgarisatrices et aux vulgarisateurs, et qui sont accessibles maintenant en dehors et pas du tout encadrés d'ailleurs par l'école, mais c'est quand même vraiment dommage parce que c'est une magnifique porte d'entrée. Et nous, on subit encore de plein fouet le fait que les matières scientifiques sont avant tout des matières disqualificatives pour les cancres. Et ça, c'est quand même vraiment problématique. C'est-à-dire que les maths, au lieu d'être un outil qui peut servir derrière justement à aborder la physique, et maintenant, il faut volontairement que les maths soient une discipline de sélection qui vont trier le bon grain de livret à partir du moment où en première, on commence à faire des intégrales et il y a les trois quarts de la classe qui ne comprennent plus rien. Et ça, je pense que tant qu'on ne sera pas sorti de cette culture de la sélection par les mathématiques, les mathématiques resteront une discipline punitive. Et à partir du moment où les mathématiques sont une discipline punitive, c'est difficile du coup d'étendre aux autres sciences et notamment, me semble-t-il, à la physique. Bon, c'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est certainement pas grand-chose, mais je trouve malgré tout qu'il y a quelque chose là qui est un nœud gordien qu'on a du mal à démêler.
Merci beaucoup. En tout cas, j'adore parce que cette table ronde qui s'appelle Diffuser les sciences, elle est en train de se transformer en rencontrer les sciences, ce que j'aime beaucoup. Le temps tourne et comme je veux quand même laisser la possibilité au public de poser et d'interagir également avec nos intervenants, je vais vous poser une dernière question à toutes et tous. Si là, vous sortez du grand contrôle, vous croisez quelqu'un qui vous dit « Oui, les sciences, c'est pas pour moi ». Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Pour justement l'aider à reconnecter et à re-rencontrer ses sciences? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole autour de ça? Pourquoi? Pourquoi? Et quel conseil donneriez-vous? Qu'est-ce que tu as vu des sciences? Qu'est-ce que tu conçois des sciences? En fait, c'est intéressant cette question parce que ça appelle à un dialogue. Et il ne faudrait pas qu'on se mette dans la position de « c'est que tu n'as pas compris, laisse-moi, je vais t'expliquer ». C'est très plus intéressant de lui demander pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, tu penses certaines choses scientifiques qui ne sont pas fondées? Parce qu'on a eu des preuves, parce qu'on est à peu près sûr que l'homéopathie ne fonctionne pas, par exemple. Pourquoi tu crois en l'homéopathie? Qu'est-ce qui fait dans ton parcours qui a fait que tu en es arrivé là? Et il faut recréer ce dialogue-là au lieu de toujours peut-être se moquer ou mettre de côté certaines personnes parce qu'elles n'ont pas forcément eu le bagage, elles ont eu des mauvaises expériences et qu'elles se sont éloignées de la science. Donc j'ai envie de commencer juste par un pourquoi pour amorcer un dialogue au lieu de dire « Attends, je vais t'expliquer, machin, t'as rien compris » et de prendre cette personne de haut. Et peut-être qu'il y a un truc à faire. Merci beaucoup, Dunia Saez. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Moi, j'ai un cas très très pratique et très concret. Quelqu'un qui me dit les sciences c'est pas pour moi, je lui dis alors les sciences c'est beaucoup de choses différentes. Moi, ce que je peux te donner, c'est juste des petits mindfuck, des petites choses qui devraient entrouvrir ta curiosité. Des choses très simples. Et je l'ai fait avec une enfant qui à l'époque avait 9 ans, qui avait du mal avec les sciences. Mais vraiment, ça se passait pas bien. Et on était sur la plage, et donc on a regardé les étoiles, et je lui ai dit, tu sais, quand tu regardes les étoiles, tu regardes le passé. Donc lui expliquer simplement que le temps que la lumière arrive jusqu'à nous, elle regarde des étoiles, et elle regarde de la lumière qui a 1000, 10 000, 100 000 ans, 1 million d'années, et qu'elle voit des étoiles qui, peut-être aujourd'hui, ce qu'on voit, ont disparu. Et la deuxième chose que je lui dis, c'est, tu sais, on est fait d'atomes, tous les atomes, l'air que tu respires, tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce que tu vois, tout ce qui te constitue, tout ça, ça a été créé dans les étoiles. Tout, nous, on est fait de poussière d'étoiles. Et cette petite fille, elle a passé son bac l'année dernière, elle vient de s'inscrire à la fac en physique. Bravo. Donc réémerveiller. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez vous prononcer? Je pense que si c'est en sortant du ground control, je lui demanderai s'il a bu du vin, de la bière ou un cocktail. Exactement. Parce qu'en fait, il a bu de la science. Parfait, c'est parfait. C'est ce que je ferai aussi d'ailleurs. Oui. Moi, je crois un peu comme toi. Déjà, je pense que je lui demanderais de quoi il a peur. Parce que peut-être que ça fait peur de ne pas comprendre, de penser qu'on ne peut pas comprendre ou que ce n'est pas pour nous. Il y a un côté social aussi là-dedans. Pourquoi on a peur? Et puis ensuite, comme ce que tu disais, je crois que c'est simplement, peut-être qu'on irait s'asseoir là-bas à côté d'un arbre et on regarderait comment sont formées les feuilles. Et puis peut-être qu'on se rendrait compte qu'on se ressemble avec cet arbre et puis qu'on est tous faits d'atomes et puis que finalement la science, c'est la vie. C'est ce qui fait qu'on est là. C'est cette magie du monde-là. Donc personne n'est extérieur à la science. Oui, et autre anecdote assez amusante, c'est surtout le côté genre ce truc que j'ai entendu en école de journalisme tellement de fois et de gens genre la science on comprend rien. Bon. Alors déjà la science on comprend rien, c'est pas vrai parce que 1 + 1 tu comprends, donc ça veut dire que la science on peut comprendre. On peut comprendre même facilement l'intrication quantique si on prend 5 minutes. Mais en fait, moi j'ai une anecdote très chouette là-dessus. C'était avec l'équipe de la méthode scientifique. Donc la méthode scientifique, c'est vrai qu'il y a des moments où on allait dans des zones
d'inconfort. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a pas dans toutes les émissions, mais il y a des émissions où on rentrait un peu dans le dur. Il y a des émissions où on se disait, on part du petit bain, on a pied, on est dans le moyen bain, on a pied encore, mais on a de l'eau. Et puis de temps en temps, on va un peu dans le grand bain, pas trop longtemps, on la laisse un peu dans le grand bain, on revient. Au début, j'étais en panique quand je commençais à voir des scientifiques partir sur des trucs trop compliqués. J'étais là, mon Dieu, il faut tout expliquer. Donc j'essayais d'expliquer, je m'embrouillais, c'était l'enfer. Et puis ensuite, je les laissais de temps en temps aller en disant, moi, peut-être que je comprends pas tout, même si j'ai travaillé. Bon, s'il y a que 1 ou 2% de personnes qui comprennent, c'est pas très grave, on va les revenir. Et puis, c'est pas grave de pas tout comprendre. Ça n'est pas grave de pas tout comprendre. On ne comprend pas tout par la raison. On peut comprendre des choses. Parfois, si on comprend pas tout, ça peut donner l'envie de chercher. Parfois, on comprend pas tout et c'est pas grave et on comprend autrement. Et on est allé avec l'équipe de la méthode en sortant d'une émission un soir dans un bistrot, vraiment un vieux bistrot parisien qui sent le pipi et le ricard à Belleville. Et il y avait un type, le tenancier, qui écoutait France Culture, qui nous reconnaît en fait. Il reconnaît pas la méthode, mais il comprend qu'on est à la radio. Et il dit mais moi j'écoute une radio géniale toute la journée dans le bistrot. J'écoute France Culture. Ah là là, c'est vraiment une radio merveilleuse, c'est super tout ça. Il me dit moi il y a une émission que j'adore. C'est en plein milieu de l'après-midi. C'est à 16h. C'est une émission de science. Alors j'écoute ça. Je comprends rien, mais je comprends tout. Et je me suis dit, voilà, c'est super, c'est la tagline de la méthode scientifique. La méthode scientifique, on comprend rien, mais on comprend tout. Et je trouvais ça super, voilà. C'est pas grave de pas tout comprendre. C'est même une force, je pense, justement pour lancer des recherches. C'est le moteur. Et ça a été dit un petit peu tout à l'heure, et je veux rebondir justement sur France Culture. J'ai été très frappée au lancement de la science CQFD, parce que dans le teasing, il y a la science, c'est aussi de la culture. Et encore une fois, je vais parler de cloisonnement. Mais en France, on a une forme de hiérarchie des zones de culture, de cloisonnement des zones de culture. Vous en êtes l'incarnation du contraire. Mais je pense que c'est essentiel de faire comprendre que la culture scientifique, technique et industrielle, c'est une part de notre histoire, de notre avenir. Et donc, en tant que culture, c'est accessible à tous et chacun à son degré d'implication et d'appréhension. C'est parfait. J'avais dit qu'on partirait pas dans un débat philosophique, on va essayer de se contenir. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Mais je crois que justement, on a le droit d'être pluridisciplinaire et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez à l'école. On oublie nos grands scientifiques des Lumières, quand même. Oui. Qui était Blaise Pascal. Il faisait beaucoup de choses. Philosophe, artiste et scientifique. Il a tout traversé. Et c'est même le secret probablement de la créativité, c'est de butiner à droite et à gauche pour faire émerger des choses nouvelles. Et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de vulgarisateurs très talentueux au Café des Sciences, de mélanger les genres. C'est ce que vous faites, Jeanne Morel. C'est ce que vous faites également, Nicolas Martin, au travers de, probablement, et je l'espère, vos futures œuvres de fantasy et science-fiction. Je vous remercie en tout cas pour avoir mené cette discussion ensemble. Peut-être est-ce qu'on peut donner la parole un peu au public si certaines et certains veulent poser des questions à nos invités autour de diffusion du savoir. Je vois qu'il y a une main qui se lève directement là-bas. Est-ce qu'à la régie, on peut avoir un petit micro? Qui viennent à nous. bien, très bien, je viens à vous. Alors moi j'ai une question plutôt côté récepteur, parce que c'est bien de diffuser la science, mais est-ce que c'est une nécessité de la comprendre ou pas? Est-ce que quand on est vulgarisateur, il faut avoir tout compris? Non, en tant que personne qui ne connaît pas la science, et comme vous le disiez tout à l'heure, les personnes apeurées par la science en fait, mais est-ce qu'il y a derrière quand même une nécessité à comprendre la science? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que la personne qui écoute doit forcément tout comprendre ce qu'elle est en train d'écouter? Pas forcément tout comprendre, mais sur les fondements en fait, de la science, comprendre par exemple la méthode scientifique, est-ce que ça a vraiment un intérêt plus que sortir des mindfuck et puis se dire ah bah ça c'est intéressant ou Je pense, alors moi je peux te parler de la façon dont je faisais la méthode scientifique, c'est-à-dire que dans l'émission, je commençais toujours par poser des bases. C'est-à-dire que vraiment l'idée de la méthode scientifique, c'était vraiment très progressif, j'appelais ça l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on commence par du très large, on commence par poser les notions essentielles, et ensuite on rétrécit, on va vers le plus pointu. Donc je pense que c'est important quand on fait de la vulgarisation de commencer par donner les clés, les grandes clés, donner les grands concepts pour pouvoir ensuite, pour que
tout le monde ait à sa disposition les outils pour comprendre. Et puis ensuite, une fois qu'on a les clés, on peut aller un peu plus loin, un peu plus loin. C'est le principe du petit bain au grand bain, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Moi, je dirais que parfois, on lit des poèmes et on n'a pas forcément l'impression de les comprendre. Et on n'a pas forcément envie de rentrer dans cette compréhension. Mais on a vécu un grand bonheur à entendre ou à lire ces poèmes. Et je pense que pour toute autre dimension culturelle, c'est un peu la même chose. Et donc, entendre de la science, entendre un scientifique qui parle de ce qu'il fait, de ce qu'il sait, ça peut faire rêver. Ça peut aussi donner envie d'aller ouvrir un livre ou d'aller chercher des choses et d'aller plus loin. Je crois qu'il faut que chacun vive la connaissance, la culture, la curiosité avec sa propre sensibilité. Il faut simplement ne fermer aucune porte. Je vais me permettre d'ajouter un petit quelque chose pour voir si ça complète les réponses. À l'Exploratoire, on a créé un projet qui s'appelle Cell Worlds, et c'est de immerger les gens dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qui est pourtant à l'intérieur de chacun d'entre eux, qui sont les cellules. Et en fait, on a une anecdote là-dessus. On a des enfants qui devaient être autour de 4-5 ans, qui ont été émerveillés par les shows qu'on a produits. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment compris toutes les petites pistes et les petits nuggets de vulgarisation qu'on a mis dedans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand un chercheur nous a montré des photos, qu'après un documentaire, les enfants se mettaient à dessiner des cellules, se mettaient à essayer de comprendre la diversité, de la représenter, mais ça, même s'ils n'ont pas compris exactement la science, ça mettait la petite étincelle de la curiosité qui leur donnerait peut-être, et on l'espère, l'envie de puiser dans leur propre moteur pour aller chercher la connaissance plus tard, continuer à explorer ces mondes-là. Donc pas sûr qu'ils en soient des experts, et c'est pas le but, mais peut-être que ça, sans avoir comprendre, on a au moins touché une corde sensible qui peut-être fera des vocations ou des envies, si ça répond à ta question. Si je peux juste compléter on sur tente un une petit dernière morceau, complet. sur un tout petit bout, c'est que alors là, moi, je vais peut-être aller dans la provocation, mais si on se dit que la science est une culture à part entière, il faut aussi accepter, entre guillemets, les mauvais côtés de la culture. C'est-à-dire que des fois, on ne comprend pas, et c'est pas grave, en effet. On peut être devant un magnifique tableau. Alors moi, j'y connais rien en art, mais il y a un Vermeer, un truc extraordinaire, ou une pièce de théâtre, on comprend pas. C'est ce que tu ressens. Et on s'en fout, des fois. Et c'est bien de ne pas comprendre. Et vraiment, littéralement, on s'en fout des fois de ne pas comprendre. C'est pas grave. Et ça fait partie aussi du jeu de la culture. Ce qui est important, c'est d'avoir quelques notions du monde dans lequel tu es. C'est parce que peut-être qu'on ne va pas rentrer dans les détails des mécanismes des étoiles, du mouvement des planètes, etc. Parce que ça ne va peut-être pas changer ta vie. Ok, pas de problème. Mais ça peut être bien d'avoir des clés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des débats énergétiques actuellement, pourquoi quand on parle de la fonte des glaces, c'est quelque chose qui va t'impacter plus tard dans la vie. Il y a une différence entre ce qui peut être de la culture, l'accepter ou non, et ce qui te permet de comprendre le monde dans lequel tu es en train de vivre pendant quelques années encore a priori. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aussi, c'est celui de la confiance en la science et en les scientifiques. Et ça, c'est essentiel que, effectivement, on garantisse une éthique scientifique et une déontologie de la part des scientifiques. Mais c'est essentiel aussi que le grand public comprenne que quand on crée un vaccin contre la Covid, c'est pas juste en 2 mois, mais que derrière, il y a 20 années de recherche. Et donc, la question de la confiance, elle s'inscrit aussi dans la place qu'une société donne à sa recherche fondamentale. Parce que justement, ce qu'on découvre, on n'en voit pas tout de suite les applications, mais elles existent et elles vont finir par donner lieu à de très beaux progrès. C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure sur la place que l'on donne à l'enseignement supérieur et à la recherche. Mais donc cette confiance dans celui qui ne parle pas forcément le même langage, qu'on ne comprend pas immédiatement parce qu'il a un langage peut-être un petit peu plus mathématique, que juste d'expression plus littéraire, il faut avoir confiance dans sa capacité à être aussi un architecte du monde et de la matière et à faire en sorte qu'il en permette une bonne compréhension. Et puis après, tout ce qui
relève en termes de création et de développement. Et juste pour compléter, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça va avec, ça reboucle avec ce que je disais sur la culture générale scientifique et l'absence globale de culture générale scientifique qu'on a dans notre pays et qui est très très propre à la France. Et moi, je l'ai vu très tôt quand j'ai commencé à donner des cours de radio dans une école de journalisme, et où, comme j'avais déjà un tropisme pour la science, quand je donnais des papiers scientifiques à faire aux étudiantes ou aux étudiants, on me répondait systématiquement « Ah non, monsieur, c'est trop compliqué, on n'y comprend rien ». Et je voyais ces journalistes, dans une grande école de journalisme quand même, avoir des semaines de formation à la politique, à l'économie, au reportage, aux faits divers, au sport, et jamais un mot sur les sciences. Et je parle de ça pour les journalistes qui se formaient en infogéné, hein, pas des formations de journalistes d'info scientifique, donc des journalistes qui allaient devenir des journalistes du tout venant. Et ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est qu'effectivement, il y avait une absence totale, mais absolue, de culture scientifique de la part des journalistes d'infogénés, que les services de journalistes scientifiques étaient extraordinairement dépeuplés, voire inexistants, donc qu'il n'y avait pas d'interlocuteurs au sein des rédactions, et que donc on a eu le droit à n'importe quoi. Si on avait filé une semaine de spé, une demi-semaine, 3 demi-journées, 2 jours et demi, 2 jours et demi d'initiation à la science dans toutes les écoles de journalisme, dans la première année, c'est-à-dire où on dit qu'est-ce que c'est qu'une étude, comment on évalue, comment on interviewe un scientifique, quelles sont les questions qu'on pose, quels sont les pièges à déjouer, pourquoi est-ce que donner comme une information véridique un communiqué de presse d'un laboratoire, ça n'a absolument aucun sens, parce qu'au même titre que vous donneriez jamais un communiqué de presse d'un parti politique comme étant une information sans la vérifier ou sans chercher à la contredire. Et ben, si on avait eu ça depuis 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas Didier Raoult, point barre. C'était aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Merci Nicolas. Est-ce qu'on prend une dernière question avant de terminer cette table ronde? Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? Super, merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup, c'est juste génialissime tout ce qu'on entend. Une question parce qu'on parlait un peu de la notion de temps, de la temporalité en sciences. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde où tout va de plus en plus vite. On voit que l'information notamment passe sur TikTok, où les gens ont juste à swiper avec le doigt pour passer à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, et puis on voit aussi avec le ChatGPT qui est en train d'arriver à une vitesse grand V, où même dans les écoles d'ingénieurs, on l'a vu avec Renault, il y a déjà plus de 50% des élèves qui utilisent ces outils-là. Est-ce qu'on va réussir, nous, institutions, associations, etc., à aller aussi vite pour suivre ces évolutions-là, ou est-ce qu'à un moment, on ne va quand même pas être un peu dépassé? Voilà. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec des élèves des 5e, 3e et des classes SECPA. Et on travaille avec ChatGPT et Midjourney et on crée nos planètes rêvées, on crée ce qu'on voit pendant les moments de méditation, ce qu'on imagine. Et en fait, les enseignants sont là. Je travaille avec mon associé qui est artiste nouveau média. Et en fait, les enseignants, ça les passionne. Et on peut parler d'éthique, on peut parler de consentement, on peut parler de plein de choses vis-à-vis de ces nouveaux outils. Et je crois que c'est à nous de faire le job et d'aller aussi vite que ça si on veut continuer à travailler avec des jeunes, parce que eux, ils ont compris et ils vont travailler avec ça. Donc le temps, il faut qu'on le prenne. Je rebondis là-dessus dans le sens où c'est une question de dialogue. C'est soit on fait des petits trucs de notre côté sans s'intéresser aux autres et on est dépassé tout de suite, soit on se met à écouter, à dialoguer et à voir comment est-ce qu'on peut retrouver de l'interaction, et là on peut discuter. Sur une note pessimiste, j'ai envie de dire qu'on est déjà dépassé, parce que sinon le discours des scientifiques sur le climat depuis 30 ou 40 ans aurait déjà été passé avant, donc est-ce qu'il est déjà trop tard? On boit après. Un mot un peu optimiste peut-être pour conclure, c'est que c'est que on voit que aujourd'hui les jeunes générations ils sont très consommateurs, elles sont très consommatrices de vulgarisation sur YouTube, elles sont très consommatrices de podcasts. On voit que les populations qui écoutent les podcasts sont des populations beaucoup plus jeunes. Je l'ai vu avec la méthode, c'est-à-dire que moi en festival je vois souvent, et ça aussi c'est un truc absolument merveilleux, peut-être la plus belle chose qui m'arrive dans ma vie et qui me soit arrivée de ma vie professionnelle et qui m'arrivera jamais, c'est quand j'arrive pour des signatures ou pour des tables rondes et qu'il y a des mominous
qui viennent de 21 ans, qui arrivent, qui sont tremblants comme ça, qui me regardent avec les yeux en buée en me disant ah là là là, ça m'impressionne beaucoup de vous rencontrer parce que je commençais à vous écouter au lycée et aujourd'hui je suis en train de m'inscrire en thèse de biologie cellulaire ou en thèse de machin, etc. Donc, enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on touche aussi des jeunes populations via le podcast, et encore plus vrai aujourd'hui avec le podcast de ciné dans lequel je bosse, qui s'appelle Réaliser en trucage. Donc, je ne sais pas pour TikTok et j'ai pas d'avis a priori là-dessus, mais en tout cas sur les nouveaux médias, il y a indiscutablement du contenu et du contenu de qualité qui touche un public jeune, et donc je ne pense pas qu'on soit complètement à la rue pour ça. Voilà. Je pense que justement, peut-être ces phénomènes déclencheurs, ces petits séismes dans la connaissance et les techniques font aussi qu'on se remet en question. ChatGPT, c'est très intéressant pour que les enseignants et les structures de formation se remettent en question et donc soient bousculés. Donc, je crois qu'il faut effectivement avoir confiance, et avoir confiance quand même dans cette jeunesse qui a envie de protéger aussi globalement sa planète, le lien social. Essayons de nous appuyer sur eux. Quel beau mot de la fin. Je vais conclure cette table ronde. Merci beaucoup Anne Zimzak, Jeanne Morel, Dounia Saez et Nicolas Martin. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. Avec plaisir. Mais la soirée ne s'arrête pas pour certains d'entre nous. Si vous avez bien reçu une invitation, on va pouvoir se retrouver pour en discuter un peu plus autour d'un cocktail, et peut-être le fameux cocktail. Le fameux cocktail qui, je vois... En effet, on ne va pas le boire. Hein. Il est en train de changer de couleur encore. Pas celui-là. Hein. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. On sent bien qu'il y a des belles choses à faire. On sent bien que la frontière entre science et culture est en train de se flouter. Et c'est pour le mieux, j'ai envie de dire. Je rêve du jour où culture scientifique n'existera plus et ça sera juste culture, où la science sera juste traitée comme si on allait dans un musée classique ou dans un concert pour s'éclater. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me donne la parfaite transition pour vous dire que si jamais vous êtes curieuses et curieux de découvrir des nouveaux formats pour partager les sciences, de vous saisir de la connaissance et de plus simplement la recevoir, de mettre les mains dans le cambouis, comme on l'a entendu avec les sciences participatives, eh bien, sachez que cette curation, cette thématique science-fiction est faite pour vous. Vous pouvez aller voir sur le site du Grand Contrôle, plein d'événements sont prévus. Il y a des concerts, et je rigole pas, des concerts incroyables de prévus. On va avoir du théâtre d'improvisation, on va avoir du cinéma expérience, on va avoir des ateliers, on va avoir de la recherche participative, de l'observation. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Alors, je vous invite une dernière fois à aller sur le site du Grand Contrôle, voir tout ça. Et bien évidemment, si vous êtes tenté, de venir au festival Double Science qui se passera du 26 au 28 mai dans ces locaux même. Ne ratez pas ça, c'est gratuit, ça va être le feu. Merci aussi à vous, je pense que vous pouvez vous applaudir. Et peut-être Théo, tu veux un mot de la fin ?